Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumouiwa. Je reçois pour vous une invitée qui va nous entretenir sur la thématique « Le genre dans les politiques, programmes et projets d'assainissement en zone rurale ». Avant de continuer, je laisserai mon invité se présenter. Merci beaucoup, chers journalistes, de m'avoir invité. Alors, je suis Florence Niayou, je suis une consultante des questions de développement. Merci Madame Florence, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. À quoi fait-on allusion lorsqu'on parle de l'approche genre dans les politiques et programmes relatifs à l'assainissement et à l'eau? Alors, je vais aborder cette question-là sur deux aspects. Lorsqu'on parle de politique et programmes dans un pays, ce sont les plans d'action du gouvernement du pays à l'endroit de la population. Alors, lorsqu'on parle donc de la prise en compte de l'approche genre dans ces programmes, c'est tout simplement la considération des besoins spécifiques de toutes les couches de la population à travers le déroulement de ces programmes-là. Autrement dit, que l'on soit ménagère, fonctionnaire, employé dans le privé, peu importe notre secteur d'activité, il faut que ces programmes-là tiennent compte de nos besoins de façon spécifique. Alors, ce qui est recommandé en matière d'assainissement et de l'eau, c'est l'équité, c'est-à-dire tenir compte nécessairement des besoins de l'un ou de l'autre et lui apporter la solution adéquate. Donc c'est cela, donc la prise en compte de l'approche genre. Quel état des lieux peut-on faire du genre dans les politiques, programmes et projets d'assainissement en zone rurale? Alors, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, l'approche genre, c'est de permettre à chaque citoyen d'avoir accès à l'eau convenablement. Donc, cela revient donc à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à ces citoyens d'avoir accès à l'eau dont il ou elle a besoin. Alors, pour parler de l'état des lieux, c'est pour moi une chance d'être dans le domaine de développement, ce qui m'amène à parcourir un peu les zones reculées du pays. J'ai la chance donc de tomber sur les réalisations du gouvernement où des zones rurales bénéficient de l'installation des adductions d'eau. Donc c'est déjà un effort qui est fait pour parler bien sûr de l'état des lieux, selon votre question, mais toujours est-il qu'il y a encore beaucoup d'autres à faire. Il faut parler de ce qui est fait, mais ne pas occulter, ne pas oublier d'aborder les autres efforts qui restent à fournir pour que chaque citoyen se sente vraiment en sécurité par rapport à l'eau dont il a besoin pour vivre convenablement. Donc, beaucoup d'efforts. Et je le répète encore, beaucoup d'efforts restent encore à fournir pour que chaque citoyen puisse avoir accès à l'eau potable. Madame Florence, quelle doit être la part de responsabilité des femmes dans la prise en compte du genre dans les politiques, projets et programmes d'assainissement en zone rurale? Alors, merci beaucoup pour cette question que je trouve assez intéressante. Alors, la construction des politiques de l'eau et de l'assainissement, quand je parle de politique, je veux parler des stratégies. Alors, fait souvent appel à une expertise technologique et les processus de consultation sont rarement inclusifs. Les femmes exclues ou en marge, très souvent, en marge des instances de participation citoyenne en raison de leurs rôles sociaux qui les confinent dans les sphères privées, ne sont donc que faiblement représentées ou prises en compte lors de l'élaboration des programmes. La mise en place donc des programmes bien pensés pour les bénéficiaires, mais pas avec eux, entraîne un risque majeur. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous voulons élaborer des programmes au profit de la population, mais que cette population n'ait pas été écoutée pour exprimer ses besoins, donc la statistique sera faussée. Alors, en tant que pionnière donc, et garante de la tradition, les femmes, elles sont souvent les principales utilisatrices. Et là, ce n'est pas
comme si on discriminait les hommes, mais c'est la réalité que nous vivons au quotidien. Donc, elles sont les principales utilisatrices d'eau et gestionnaires donc, de nos couches d'eau. Mais elles sont aussi les gardiennes des normes d'hygiène dans nos foyers, dans nos maisons. Dès qu'un système d'approvisionnement en eau se détériore, c'est souvent aux femmes de courir de longues distances et de passer des heures entières pour satisfaire les besoins en eau de leur famille, de leur ménage. Elles doivent donc s'investir dans la bonne marge des projets et programmes et d'assainir les zones rurales afin d'assurer la responsabilité, la disponibilité, j'allais dire, en eau. Alléger donc les souffrances et celles des générations futures. Quel rôle doivent jouer les organisations de la société civile dans la prise en compte du genre dans les politiques, programmes et projets d'assainissement? Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de programmes et projets, prioritairement, on pense à l'État, mais nous sommes aussi d'accord que l'État ne peut pas tout faire. Il faut la part d'autres citoyens. Donc, à travers la société civile, les OSC, certains citoyens contribuent quand même à donner satisfaction à la population à travers les projets que ces OSC mettent en œuvre. Alors, comme responsabilité, je pense que les OSC doivent prendre en compte le rôle décisif des femmes dans les décisions d'investissement des ménages en eau et assainissement, intégrant par ailleurs dans leur programme les projets d'accès à l'eau. C'est très important. Je veux parler des femmes, intégrer dans les programmes les projets d'accès à l'eau des femmes. Et quand on parle de femmes, il ne faut pas oublier les femmes maraîchères, parce que le maraîchage n'est pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Insister aussi par ailleurs sur l'importance de la mixion pour stimuler la qualité de la production et le rôle des alliances pour appuyer les démarches en faveur du genre. Et quand je parle de mixion, c'est-à-dire, comme je l'ai notifié un peu plus haut, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte qu'il y a des femmes qui sont dans le maraîchage, il y a aussi des hommes. Enfin, il faut nécessairement que les organisations de la société civile associent les autorités de la localité lorsqu'elles veulent mettre en application ou en œuvre des projets. Donc les autorités religieuses, les organisations locales de la localité, les groupements de femmes aussi sont appelés à être associés afin de pouvoir comprendre la gestion qui doit être faite de ce programme qui est implanté dans leur localité. Madame Florence, nous entendons souvent parler d'hygiène menstruelle. C'est quoi concrètement? Alors, merci beaucoup. L'hygiène menstruelle, je vais la définir, même si je sais que vous avez une idée, puisque vous êtes une femme. Elle peut être définie alors comme le fait pour les femmes et les filles que nous sommes, en tout cas les femmes que nous sommes et les jeunes filles, d'utiliser un matériel de gestion des règles propre permettant donc d'absorber ou de recueillir du sang et pouvant être songé en toute intimité et aussi souvent que nécessaire pendant toute la période des règles et procéder donc à une toilette corporelle adéquate. Alors, ce que je veux dire par mon explication, ma définition, c'est qu'il est nécessaire lorsque la jeune fille ou bien la femme est en menstrue de trouver le cadre qu'il faut pour assurer la propreté qui devrait aller avec cette période de menstruée. Donc voilà la définition de ce qu'on appelle l'hygiène menstruelle. Alors, quel rapport existe-t-il entre l'hygiène menstruelle et l'assainissement en eau dans les zones rurales? Alors, merci beaucoup, journaliste. C'est très intelligent de votre part d'avoir associé cette question d'assainissement et eau à la gestion de l'hygiène menstruelle. Pour assurer donc une bonne hygiène pendant ses menstrues, la femme a besoin d'assez d'eau.
Non seulement l'eau pour ses toilettes, mais également de l'eau pour les serviettes qu'elle utilise pour les rendre propres. Et ce problème ou ce défi est tout autant pour la femme rurale que pour la femme qui se dit peut-être citadine. Donc il y a un lien très étroit entre l'hygiène menstruelle et l'assainissement en eau. Alors, je viens très brièvement de parler des deux zones, les jeunes filles du milieu rural et du milieu urbain. Quand on prend la jeune fille en milieu rural, le cas est encore plus délicat. Là-bas se posent encore deux autres problèmes. Déjà, l'eau, elle est rare. Ensuite, elle n'est pas potable. Pourtant, lorsqu'on parle d'hygiène, il faut que l'eau qui est utilisée pour les toilettes, pour laver la serviette de la jeune fille, qu'elle doit entre-temps changer, il faut que cette eau soit une eau potable. Donc, du coup, il y a un lien très fort entre l'hygiène menstruelle et l'assainissement en eau dans nos contrées, dans les villages, donc en zone rurale, oui. Parlant d'hygiène menstruelle, quels conseils pouvez-vous apporter aux filles et aux femmes qui nous écoutent en ce moment? Alors, merci beaucoup. Avant d'aborder ça, je voudrais rappeler que lorsque l'eau que la jeune fille utilise n'est pas potable, ça l'expose malheureusement à des infections qui peuvent être à court, à moyen ou à long terme. Lorsque c'est à court terme, très vite, le problème, on réalise le problème et solution est trouvée. Lorsque c'est une infection qui se développe à long terme, ça peut prendre du temps avant de se révéler. Donc ça l'expose à beaucoup de risques, jusqu'à même l'infertilité. On peut ne pas l'admettre tout de suite, mais c'est des cas qui arrivent parce que les infections, en fait, ça détruit l'appareil génital. Donc si le traitement est fait dans l'immédiat, oui, on peut l'aider, mais si c'est tard, voilà les conséquences. Alors, si je dois donner quelques conseils, je donnerai peut-être les conseils à la jeune fille d'abord et ensuite aux femmes qui sont mères. Comme le mot l'indique, je recommande donc la propreté. Parce que quand on parle d'hygiène, c'est rien d'autre que la propreté. Je recommande la propreté aux jeunes filles pendant les menstrues. Elles doivent prendre des précautions, toutes les précautions nécessaires pour se laver au moins 3 fois la journée lorsqu'elles sont en période de menstrues. Utiliser les serviettes en coton, les laver ces serviettes-là régulièrement, les sécher au soleil, les changer lorsque cela est nécessaire et éviter l'usage des savons à parfum ou à base de soude. Il est aussi important de préciser, parce que je l'ai dit tantôt, il est important pour la jeune femme de se laver suffisamment pour l'hygiène corporelle. On me dira après non que bon voilà, il y en a qui quittent très loin et tout. Je donnerai peut-être mon exemple lorsque nous étions très jeunes. Je me rappelle que nous avons la chance d'avoir notre maison à proximité du collège. Et il y avait les filles qu'on voyait qui sollicitaient passer les après-midi chez nous lorsqu'elles sont en période menstruelle pour avoir le temps de se changer, de se laver et de prendre soin de leur corps. Donc il y a des solutions qu'on peut trouver, des solutions alternatives. Le fait de ne pas être proche de chez soi ne peut pas être un alibi pour ne pas respecter son hygiène menstruelle. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Quelles sont les actions que les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau devraient mener pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques, programmes et projets d'assainissement? Alors, merci. Je pense qu'à ce niveau, nous allons peut-être proposer quelques actions, mais la liste n'est pas exhaustive. C'est une liste qui peut être actualisée. Nous allons donner quelques idées d'actions à mener. Alors, la première action que nous proposons, c'est de multiplier les plaidoyers. C'est important de rappeler, même si la personne sait que c'est son rôle, c'est important de rappeler à la personne, bon voilà. Quelles sont les actions que les acteurs intervenant dans le domaine de l'eau
devrait mener pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques, programmes et projets d'assainissement? Alors, merci beaucoup pour cette question-là. Et comme acteur, je pense aux OSC de différents secteurs, mais particulièrement domaine de l'assainissement, parce que tu peux ne pas être forcément dans le domaine, mais formuler des actions au profit de la population. Je pense également au gouvernement central, je pense aux autorités territoriales, je veux parler des autorités locales, c'est-à-dire les mairies, la commune, voilà. Donc, ces acteurs-là, nous allons proposer quelques actions. Cependant, la liste n'est pas exhaustive. C'est des actions qui peuvent être actualisées en fonction de la localité bénéficiaire donc de ces actions-là. La première action que nous proposons, c'est le plaidoyer. Il faut multiplier les plaidoyers au profit de la population. Il faut améliorer les services d'approvisionnement en eau pour couvrir les besoins des couches les plus pauvres de la population. Offrir aux femmes une formation, et là je rappelle que je pense aux femmes agricultrices. Donc leur donner une formation technique à la gestion de l'eau, à l'irrigation, à la récupération des eaux de pluie. C'est très important parce que c'est de l'eau gaspillée. Si elles sont dans le domaine, elles utilisent l'eau, il faut qu'elles trouvent des moyens de recueillir cette eau-là et de pouvoir bien la gérer pour que cette eau ne soit pas non plus source d'autres maux. Maux, M-A-U-X bien sûr, d'autres maladies ou problèmes. Donc il faut qu'elles sachent comment conserver cette eau dans de très bonnes conditions. Il faut mettre en place et faire appliquer les mesures et les indicateurs concernant la responsabilisation pour promouvoir le rôle au premier plan des femmes. Il faut faire comprendre à la femme qu'elle est responsabilisée pour conserver, pour gérer et pour l'utilisation de l'eau. Il faut nécessairement renforcer les capacités des parties prenantes aussi, ici donc que ce soit du gouvernement, la société civile, même les partenaires. Il faut aussi qu'ils soient associés et formés. Faire comprendre enfin, selon nous, nos propositions et traiter la problématique homme-femme concernant la gestion, la gouvernance de l'eau au fin de l'agriculture. Avez-vous un appel à lancer? Alors, merci beaucoup. Si je dois lancer un appel, c'est à l'endroit du gouvernement qui a déjà commencé un travail. Je pense que c'était la première question que vous avez posée. Un travail est fait dans ce sens. Nous avons eu la chance de rencontrer les femmes villageoises qui disent être très contentes de l'installation d'eau dans leur village, et d'autres malheureusement qui disaient attendre leur tour aussi pour pouvoir profiter de ça afin d'avoir un peu de temps pour elles pour se reposer. Figurez-vous qu'il y a des femmes qui ont la chance d'avoir de l'eau dans les villages et même à proximité de chez elles. Dans le même temps, il y a une autre femme dans le même village qui a l'eau, certes dans son village, mais doit faire quelques kilomètres en plus. Donc elle doit pouvoir conserver de l'eau pour sa famille le matin et s'assurer qu'au retour, la famille doit avoir de l'eau. Donc avant d'aller vaquer à ses occupations, elle doit pouvoir prendre encore de l'eau pour que la famille puisse en profiter le soir. Sinon, quand elle sera de retour de ses occupations, donc elle est obligée donc de conserver de l'eau pour la famille le soir. Par contre, si chaque foyer a de l'eau dans sa maison, ne serait-ce que dans la concession, ça donnera du temps à la femme de se poser un peu, de se reposer et de passer moins du temps dans les tâches ménagères, dans les travaux domestiques, à la recherche de l'eau, à parcourir. Il y a beaucoup de villages qui n'en ont pas encore, il y a d'autres villages qui en ont, mais franchement, je pense très sincèrement, mon appel, c'est de demander au gouvernement de continuer les installations pour que chaque village tout au moins puisse en bénéficier. Quand on aura fini le tour de chaque village, après nous allons proposer donc de demander à chaque ménage intéressé par l'installation dans sa cour de l'eau pour que chaque citoyenne et chaque citoyen de ce pays puisse avoir accès à l'eau potable et donc jouir de tous ses droits en matière d'eau et d'assainissement. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, ce sera
vous remercier pour cette invitation et remercier tous les partenaires qui ont œuvré à la réalisation de ce podcast, notamment le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD et tous ses partenaires techniques et financiers. Nous vous remercions aussi, Madame Florence, pour tous ces éléments de réponse. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. 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 Et à très